Amour. 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 Chers auditeurs, chères auditrices, chers non-binaires, bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. Voilà, le thème est posé. Je t'imagine intrigué. Je vais pas te faire languir trop longtemps. Ici, on parle d'amour sous toutes ses formes et de façon décomplexée. Amour pour soi, amour des autres, de relations diverses, de faire l'amour ou de ne pas le faire, de sexualité en général avec bienveillance et respect. Et surtout, ici, on parle d'amour-passion. La passion d'un sport, d'une activité, un talent, un métier passionnel, ce quelque chose qui apporte de la confiance, du bien-être, des rencontres et toujours de l'amour. Je suis Isabelle, j'ai un fils de 4 ans. Je suis infirmière et de par mon métier passion, j'ai pu écouter beaucoup d'histoires d'amour et rencontrer des experts de l'amour. Alors j'ai décidé de créer ce podcast et d'aller à leur rencontre pour qu'ils te racontent leur vision de l'amour. De nos échanges, en toute intimité, tu vas découvrir, rire, pleurer, mais aussi t'informer. Je te propose même de participer. Sur ma page Instagram, amour.lepodcast, tout en lettres minuscules, tu vas pouvoir poser des questions aux invités des prochains épisodes. Je choisirai 2-3 questions que je leur poserai lors de l'enregistrement. On peut aussi se retrouver sur mon site amour.lepodcast.fr ou sur ma chaîne YouTube amour. Où je mets les coulisses de l'épisode de la semaine. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre ton avis, le noter et surtout le recommander. Bienvenue dans Amour le podcast. J'espère que vous vous sentez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la description, je reçois Jordi du compte Mister Rose. Bonjour Jordi. Salut Isa. Comment tu te sens aujourd'hui ? Ça va, merci, très heureux d'être l'invité de ton podcast. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait hyper plaisir. Moi aussi, avec plaisir. Je vais vous mettre le lien Instagram du compte de Jordi et je vous laisse aller voir un petit peu de quoi va parler cet épisode. On va surtout parler d'amour, de sexualité par rapport au livre de Jordi qui s'appelle Le sexe de la vraie vie. C'est un livre très très intéressant que j'ai lu et du coup je voudrais juste te rappeler que on a chacun, alors ce livre est génial et il a un apport génial, mais je voudrais juste te rappeler que dans cet épisode on a chacun notre vision de l'amour, de la sexualité. Jordi a la sienne et moi j'ai la mienne et donc ce sera un apport à la fois très pratico-pratique, mais un apport aussi personnel, je pense. Enfin, j'imagine que Jordi, il y a aussi ton apport personnel qui fait que tu traites les sujets dans ce sens-là. Oui, certainement. Après, comme tu le dis si bien, je pense qu'il y a aussi une vision. Chacune a sa vision de la sexualité, ce qui fait qu'il n'y a pas une vérité absolue, mais qu'il y a des vérités multiples. C'est ce que je m'évertue à rappeler souvent aussi, même à travers les conseils que je livre sur Insta. Typiquement, c'est vraiment cette idée-là. C'est pas parce que j'apporte un éclairage sur un sujet précis que c'est une vérité ultime. C'est une vérité absolue, non, c'est pas du tout ça. Les choses peuvent changer en fonction des personnalités de chacune, de chacun, etc. Donc rien n'est figé, et les vérités sont multiples et il faut souvent adapter en fonction de sa situation. Exactement. Et donc moi, je vais parler plutôt, pour commencer, de mon ressenti et de notre rencontre. Donc moi, je suis allée au salon de la littérature érotique, comme ça, parce que je connaissais pas du tout ce salon. C'était la 6e édition et c'était en novembre 2022. Et donc, donc Flore Chéry avait proposé, donc l'organisatrice de cet événement avait proposé aux auteurs de proposer aux visiteurs du salon des questions et auxquelles on pouvait venir répondre et puis discuter du coup avec vous. Et donc Jordi t'a lancé la question: qu'est-ce qui n'existe pas dans le sexe in real life, du coup, et donc dans la vraie vie? Et moi, en fait, le premier truc qui m'est venu, et du coup, je suis venue te voir directement après l'avoir écrit sur mon petit papier, c'est les mecs qui gémissent et parlent pendant l'acte. Au moment en fait, ils parlent qu'au moment de l'orgasme, en fait. Et je m'en suis aperçue, j'ai 34 ans, et en fait, à force, je me suis dit, mais d'où ça pouvait venir, en fait, ça? Et j'aimerais commencer direct par ce thème, parce que moi, ça m'a un peu interloquée. Et donc après, j'en ai discuté avec les mecs avec qui j'ai couché. Mais au départ, c'était un truc où je me disais, c'est pas possible. Enfin, donc j'aimerais bien en discuter avec toi maintenant, ouais. Disons, je pense déjà qu'il y a le principal aspect, c'est la performance qui est liée justement à ce silence pendant l'acte, à ce silence des hommes.
Alors quand je dis homme, c'est les mecs cisgenres, hein. Donc Oui. pour les personnes qui nous écoutent, cisgenre, c'est le genre qui est assigné à la naissance. Donc je suis né en tant qu'homme et je me sens homme à l'intérieur de moi. Ouais. Fermez la parenthèse. Et donc du coup, je pense effectivement que c'est lié à cette espèce de performance qui est très véhiculée aussi par le porno, parce que généralement, quand on regarde des pornos dits mainstream, donc qui correspondent à un courant dominant, on aperçoit dans ces vidéos-là que c'est la femme qui est au centre du plaisir et à 99% du temps, c'est elle qui exprime, voire surexprime son plaisir, ses envies, etc. Et concrètement, je pense que chez beaucoup d'hommes qui ont notamment fait leur éducation leur éducation sexuelle à partir du porno, on retrouve cette notion de silence un peu pesant qui vient surcharger le rapport, sachant que bon, faut aussi prendre en compte que la notion de performance, malheureusement, elle est quand même vachement intégrée dans nos vies. Encore une fois, du fait du porno. Oui. Et ça n'aide pas, justement. Alors, il y a certains hommes qui arrivent à lâcher prise à ce niveau-là, alors peut-être avec l'expérience, et qui arrivent à exprimer leur plaisir par des gémissements, etc. Mais c'est vrai que c'est peu courant. En tout cas, moi, des retours que j'en ai, les abonnés avec qui j'échange, etc., parce que vraiment, il y a une palette de sujets qui est extrêmement large. On parle de beaucoup de choses, de beaucoup de problématiques. C'est une problématique qui revient. Et alors, quand je dis problématique, la plupart du temps, quand on vient me voir en me disant oui, mais moi, mon homme, il gémit pas, il est silencieux, je comprends pas s'il prend du plaisir, etc. C'est pas souvent présenté comme une problématique telle, mais plus comme une envie de la partenaire que son conjoint s'exprime plus, parce que Exactement. généralement ça donne une indication sur le plaisir qui est pris, ressenti, etc. Et je trouve que ça donne aussi une communication au final. Enfin, ça apporte quelque chose. C'est pas pour moi personnellement, mais je vais dire, il y a toujours une notion dans une sexualité, pour moi, une sexualité avec quelqu'un d'autre, de communication, que ce soit homme ou femme. Et je trouve que pas simplement notion de plaisir dans le fait d'avoir des gémissements, mais le fait d'avoir une communication simple, de dire est-ce que t'aimes ou est-ce que tu veux plus comme ça ou comme ça. Je trouve que c'est hyper important. Et mais t'as entièrement raison, c'est hyper important. Et puis le gémissement, dans un certain sens, c'est une forme de communication. Oui. Bon, à partir du moment où c'est pas simulé, évidemment, mais ça peut donner des indications sur ce qu'on ressent, effectivement. Mais après, au-delà de ça, rien n'empêche de communiquer pendant le rapport par des petits bouts de phrases en disant ce que tu me fais là me fait du bien, ou j'aimerais qu'on fasse ça, etc. Enfin, il y a aucune honte à exprimer ce qu'on ressent. Ou ce qu'on aimerait ressentir éventuellement. C'est aussi la beauté de la chose, et c'est là que la notion de partage prend tout son sens aussi. Et évidemment, s'il y a un défaut de communication, même pendant le rapport, il peut y avoir un petit fossé qui se creuse, et le rapport peut parfois, alors j'allais dire mal se terminer, mais c'est un peu gros, mais en tout cas pas se passer aussi bien que s'il y avait une communication. C'est ça. Et en termes de communication aussi, sur ton compte, ce que j'ai trouvé cool, c'est que tu parles de la communication de l'après, après sexe en fait, et ça c'est hyper important. Moi, je repense, du coup, vraiment avec tes posts, ça m'a fait repenser à moi, ma vie à moi, en me disant, mais il y a des fois où t'as des personnes, autant hommes que femmes, qui après l'acte, orgasme, et après c'est fini, il n'y a plus de communication. Et je trouve ça tellement triste de me dire, il n'y a pas de... Enfin voilà, l'acte est fini, entre guillemets, et il n'y a pas de caresse, il n'y a pas d'acte, entre guillemets, d'amour, en fait, d'après. Et je trouve ça dommage, et je trouve que sur ton compte, on retrouve aussi beaucoup d'amour, en fait. Oui, alors le but aussi, c'est de communiquer sur les relations de couple de manière générale, parce que c'est vrai que la sexualité fait aussi partie du couple. Alors, on peut vivre une sexualité très épanouie en étant célibataire, mais c'est une composante aussi du couple, donc quand on est en couple. L'aspect sentimental vient aussi se greffer à tout ça. Donc c'est important d'en parler, parce que ça peut aussi contribuer à l'équilibre du couple.
Oui. C'est pas une obligation, mais ça peut contribuer à l'équilibre du couple. Et si moi de mon côté je peux aider les gens à faire en sorte de rétablir l'équilibre quand il est un petit peu perdu, c'est tout bénef pour les personnes qui lisent ces conseils, sachant qu'encore une fois, voilà, je ne tiens pas la vérité absolue. C'est plus des pistes de réflexion qui permettent aux gens de s'introspecter eux-mêmes et puis de se dire, de se poser les bonnes questions éventuellement et de se dire, alors est-ce que aujourd'hui tout va bien dans notre couple, est-ce que l'équilibre est là ou pas, au contraire, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que les choses s'arrangent. Ouais, bah écoute, ça va me faire en venir à ton livre du coup et à de ce que j'en ai ressenti sur ton livre. Moi, donc je t'ai rencontré, j'ai vu ton livre quand on était au salon de la littérature et déjà rien que le fait, enfin voilà, les couleurs que tu as choisies, tout ce qui est graphisme, illustration, c'est magnifique. L'intérieur orange, j'adore, avec les pages blanches et tout. J'ai vraiment adoré. Et puis parsemé de cette fiction érotique, c'est ce qui m'a vraiment encore plus plu en fait dans ton livre, dans tout ça, le mélange de guide et de fiction, c'est génial. Enfin voilà, ça apporte un plus. Plus les apports que tu as en fait à la fin avec le lexique, avec les autres livres aussi, tu recommandes des livres et des contes et je trouve ça hyper cool. Du coup, ça apporte encore plus. Donc vraiment, j'ai adoré ce livre. Et moi, pour présenter ton livre sur les réseaux sociaux, le week-end juste avant cet épisode, je me suis dit, il y a un marché dans ma ville, pourquoi pas aller au marché et puis leur dire, écoutez, je reçois un écrivain demain, j'aimerais vous présenter son livre. Et donc, je cachais le livre au départ et je leur ai donné en main. Et j'ai eu des super réactions. Alors, j'ai eu, je crois, 2 hommes de 50 ans. Bon, j'ai pas demandé l'âge à tout le monde, mais la trentaine, la vingtaine, des couples. J'ai eu des policiers. J'ai été voir un peu tout le monde dans les stands, etc. Et ça a été tellement fou de voir que les gens étaient très réceptifs, en fait, à ton livre et très réceptifs au fait de dire c'est bien qu'il existe des livres comme ça. Et par contre, à l'inverse, ils ont dit c'est dommage que ce soit pas plus médiatisé. Et ça m'a interrogée sur tout ça, en fait, sur le fait que moi, je le connais parce que j'ai Instagram et que je me documente aussi. Et voilà, mais c'est vrai que comment apporter... voilà, ma question est très, très vague, mais du coup, comment on pourrait faire que ce soit beaucoup plus médiatisé, ce sort de guide pratique où il y a un mélange de tout, d'apports pour les célibataires, pour les couples, pour tout le monde, en fait Est-ce que tu es déjà dans les bibliothèques? C'est ça ma question. Alors, ton livre est dans les bibliothèques? À ma connaissance, non. Alors après, maintenant, c'est possible. Ouais. Mais à ma connaissance, non. En tout cas, j'ai pas eu de retour comme quoi mon livre était présent dans une bibliothèque. Après, s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui m'entendent et qui travaillent dans une bibliothèque, qui souhaitent l'ajouter à leur rayon, ce serait super parce que ça donne aussi l'occasion à qui le souhaite de pouvoir s'éduquer sur la sexualité et sur l'aspect sentimental aussi. Après, pour répondre à ta question sur le fait de comment faire pour démocratiser un petit peu ce genre d'ouvrage sur la sexualité, disons que je pense pas que ce soit totalement comment dire, j'ai pas l'impression que ce soit totalement le cas, dans le sens où je pense qu'on a un tournant à notre époque où la sexualité, on commence à en parler de plus en plus, oui. Et de manière de plus en plus libérée, mais de plus en plus détendue aussi. C'est-à-dire, on essaie de se dire, ok, faut arrêter d'en faire un tabou, parce qu'il faut quand même rappeler que si la sexualité n'existait pas, on n'existerait pas nous non plus. Donc la sexualité, elle existe depuis toujours, elle a existé bien avant nous, et elle existera bien après nous, a priori. Oui. Mais, petit rappel, je voudrais faire un petit rappel parce que je suis une ancienne infirmière. Dans les 14 besoins par Virginie Anderson, il y a beaucoup d'infirmiers et de soignants qui réfutent cette chose-là. Mais moi, je trouve ça important. Dans les premiers besoins primaires, on a manger, boire, éliminer, respirer et la sexualité. Et en fait, voilà, juste petit rappel pour dire que ça fait vraiment partie de nous et de nos premiers besoins. Et comme tu le disais aussi, tu vois, vis-à-vis de cette communication générale qu'il peut y avoir autour de ce type d'ouvrage, on voit que clairement, tu vois, il y a de plus en plus, typiquement, d'émissions
qui traitent ce sujet-là. Il y a Maya Mazoret qui en a parlé à des heures de grande écoute, notamment sur TMC, donc sur Quotidien, dans l'émission Quotidien. Donc, il traite des sujets un peu tout public entre guillemets, donc qui répond à des questions que tout le monde peut se poser. Donc, c'est intéressant aussi de voir que des groupes privés ou publics s'emparent du sujet pour pouvoir communiquer là-dessus. Il y a aussi des émissions sur le câble qui traitent de ce sujet-là. Dans les magazines de santé, on s'empare du sujet aussi. Mais tout ça, on peut remercier toutes les personnes qui ont pendant plusieurs années, on va dire ces 5 dernières années, œuvré, notamment sur les réseaux sociaux, à faire de ce sujet-là quelque chose de beaucoup plus entendable. Parce qu'encore une fois, la sexualité, ce n'est pas sale. Alors, parler de sexualité, ça ne veut pas dire allez-y, dites-nous ce qui se passe dans votre lit. On n'est pas en train de dire ça. Mais par contre, on est en train de dire la sexualité, comme tout autre sujet, peut apporter son lot de choses positives, mais aussi de choses négatives, de problématiques. Et c'est important d'en parler pour pouvoir résoudre ces problématiques-là et se sentir mieux dans sa vie de tous les jours. Parce que la sexualité est quand même quelque chose, pour la majorité d'entre nous, qui s'inscrit dans le quotidien. Et c'est vraiment important. Donc, je pense pas qu'il y ait, je pense qu'on est vraiment dans un tournant majeur à notre époque là, au niveau de la sexualité. Alors certes, on n'est pas encore à 100% sur un sujet tout public, mais peut-être que avec le temps, on va tendre vers ça et que les gens vont s'emparer du sujet, et notamment les maisons d'édition qui vont essayer de faire en sorte de communiquer là-dessus de plus en plus. J'espère en tout cas. J'espère aussi, parce que c'est vrai que je trouve ça vraiment... après, comme tu le dis, on est dans une époque... Le MeToo a ouvert des choses, en fait, je crois. J'ai l'impression, moi, personnellement, que ça a ouvert beaucoup de choses et de réflexion, et que oui, on est en train de changer. La vision est en train de changer, on est en train de parler de beaucoup de développement personnel, de sexualité, d'amour, en fait, d'amour de soi, d'amour des autres. Et je trouve ça, c'est des petites graines, en fait, qu'on va semer au fur et à mesure. Et j'espère vraiment que nos enfants, entre guillemets, auront plus de facilité à parler de ça entre eux et avec leurs parents, surtout. Mais carrément. Je vais passer à ta petite surprise. Première petite surprise. J'en ai 2. J'en ai mis une là et puis la dernière à la fin. Coucou Jordi, un petit vocal d'amour pour te dire à quel point tu es une belle personne, une personne vraiment incroyable. On est vraiment ravis. Le chevelure d'or. On est ravis d'avoir dans notre vie. On est vraiment en amour de t'avoir dans notre vie. Oui, puis ton livre, il est trop bien. On le recommande à tout le monde. Il y a plein de patients, patientes qui reviennent avec leur retour lecture. Ça leur apprend plein de choses. Tu as fait une petite pépite et on a trop hâte que tu fasses les suites. Ouais, complètement. Moi, il fait partie des livres que je conseille vraiment aux personnes qui peuvent débuter leur sexualité, qui me posent des questions là-dessus. Donc, merci pour ce livre et on te fait d'énormes bisous. Bisous. Des bisous. Je m'y attendais tellement pas. Je t'avais dit des gens et finalement, je me suis dit, allez, pars de l'autre côté. C'est adorable, je m'y attendais pas. C'est Léa et Pierre, Léa Butine et Sexopsycho sur les réseaux, qui sont des personnes en or, en plus d'être vraiment des amis en or aussi, qui traitent des sujets sexos sur les réseaux. Et puis c'est la dimension psycho en plus concernant Pierre. C'est vraiment 2 personnes en or, encore une fois, qui proposent des contenus absolument pépites sur leur compte sur Instagram. Vraiment, j'encourage les gens à s'abonner. Donc Léa.butine et Sexopsycho sur Instagram. Je vais les noter en dessous parce que je trouve ça si important. Les personnes veulent les suivre, parce que vraiment... J'aimerais beaucoup les remercier parce que vraiment Léa, elle était elle avait envie de faire ce vocal, elle a pris le temps et tout, je l'ai relancé je crois 2 fois en lui disant s'il te plaît, mais vraiment on est tous d'accord sur ton livre en fait. Moi là tu vois ton livre, là je l'ai chez moi, mais je fais partie d'une association où je suis entre guillemets bénévole pour les jeunes, et je sais que le livre par exemple de Macha s'explique, je l'ai laissé là-bas.
Et les jeunes sont venus après me dire ah c'est toi qui l'as mis. Bon, ils se doutaient que c'était moi, vu mon apport sur la sexualité et l'amour à chaque fois que je parlais avec eux. Et je me suis dit que le tien devait faire partie de ces livres parce que là-bas ils ont des bottins absolument imbuvables. Et du coup je me suis dit mais c'est pas possible, il faut des livres comme ça. Justement pour ça. Et donc, merci à Léa et merci à Pierre d'avoir fait cette surprise. Ouais, merci à Karen. Ouais. Donc, c'est une super surprise et il parle tellement bien de ton livre que, il fallait qu'il soit là, quoi. Et non, puis, vous avez créé aussi un compte qui s'appelle Cercle, c'est ça? Cercle. Ouais, Cercle. Cercle avec un Q. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai cru que c'était Cercle. Ah oui, le cul, c'est vrai, j'ai pas compris. Oui. Du coup, c'est un cercle de quoi d'ailleurs? On pourrait en parler rapidement. On peut en parler rapidement. Mais cercle, en fait, l'idée a germé courant 2022 et en fait, l'idée c'était de co-créer tous ensemble. Donc, on est plusieurs. Donc, il y a donc Léa Butine, donc Léa de Léa Butine, Pierre de Sexopsycho, Laura de My Dear Vagina. Marine de Marine Oz et moi-même. Et l'idée, c'était justement, on est tous du sud de la France, toutes et tous du sud de la France. On n'habite pas très très loin les uns des autres. Et l'idée, c'était de créer un collectif sexo-éducatif pour faire en sorte de rendre la sexualité accessible au plus grand nombre. Et du coup, on a décidé de co-créer ce collectif qui s'appelle Cercle. Grâce auquel on va aussi créer plein d'autres projets autour. Je peux pas trop en dire pour l'instant. Il y a des choses qui sont en création, etc. Mais voilà, on mutualise nos personnalités respectives, on peut dire les choses comme ça, pour proposer au plus grand nombre un accès à la sexualité, on va dire de manière cool, de manière chill, etc. Ce qui n'empêche pas de traiter des sujets sérieux et puis des sujets aussi un peu plus légers. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que chacune et chacun apporte sa patte au collectif et que les gens qui nous suivent puissent s'y retrouver aussi. Voilà. Ben, génial. Franchement, c'est très très cool et j'ai regardé vos posts et chacun amène sa petite patte, sa petite. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. On va revenir à toi et à ce qui t'a amené à créer toi ton compte Instagram. À la base, je crois que ton compte Instagram s'appelait Les Dents de la mère, de ma mère, c'est ça? De ta mère. De ta mère, d'accord. Ouais. C'était quoi la base de ce compte, de ce premier compte? Mais moi, à la base, en fait, j'ai créé ce compte-là, Les Dents de ta mère, qui n'existe plus. Hein. Les gens peuvent aller chercher, il n'existe plus. En fait, j'ai créé ce compte-là parce que j'avais envie de m'éclater un petit peu sur les réseaux de manière anonyme. Et l'idée, c'était de créer des jeux de mots, des aphorismes en lien avec la sexualité. C'était mon truc. Mais c'était vraiment à titre purement créatif, juste pour m'amuser moi, tu vois, me challenger. J'avais aucune prétention derrière tout ça. L'idée, c'était pas de créer un gros compte, c'est juste moi, dès que j'avais une pensée, etc., paf, je l'écrivais, je le publiais et terminé, quoi. Et c'était l'idée de base. Et en fait, les choses ne sont pas passées exactement comme je les avais anticipées, sachant que j'avais rien anticipé au départ, de toute façon. Ouais. Moi, c'était vraiment en termes de loisirs que j'avais fait ça. Tu faisais quoi à l'époque comme métier, du coup, Jordi? Au moment où j'ai lancé Les Dents de ta mère, j'étais chargé de projet dans le marketing digital. D'accord. Donc, marketing en ligne, etc., e-commerce et compagnie. Et donc du coup, moi, j'avais lancé ça comme loisir à côté. Ça me prenait pas beaucoup de temps parce que c'était des petites pensées ponctuelles. Oui. Donc voilà, je balançais ça. Je me suis dit, on va en faire profiter les personnes. Oui. Ça fait marrer et puis terminé. Et en fait, un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec qui m'envoie un DM, donc un message privé sur ma boîte Insta, et qui commence à me dire, voilà, je rencontre des problèmes dans mon couple avec ma conjointe. Maniana, est-ce que tu pourrais m'aider et tout? Et moi, je suis là. Je suis désolé, je sais pas pourquoi t'es venu vers moi particulièrement. Alors peut-être parce que je parle de sexualité, mais c'est pas du tout pour ça que je fais ça. Mais bon, bref. Mais je sais pas si je peux vraiment t'aider et tout. Et je sentais bien que le mec, il était vraiment en détresse. C'est vraiment le terme, en détresse. Du coup, j'ai essayé de l'aider très modestement, c'est-à-dire en me basant sur ma propre expérience personnelle. Oui. Et je me souviens plus exactement du sujet, mais
Mais bon, bref, c'était un truc qui avait un lien avec les relations sexuelles dans le couple. Ils n'arrivaient plus à s'entendre, à communiquer et à s'épanouir ensemble. On va dire ça comme ça. Et puis finalement, je lui ai apporté une réponse et puis terminé, quoi. Et puis finalement, quinzaine de jours plus tard, je reçois un autre message de cette même personne qui me dit oui, merci beaucoup pour ton aide. Grâce à toi, mon couple est sauvé. Tu as sauvé notre couple. Alors là, moi, je fais les yeux ronds, tu vois. Je me dis waouh, ok, cool. Je suis content pour toi. Tant mieux si ça a pu aider. Bonne route, quoi. Bonne route. Et puis profitez bien et communiquez, quoi. Point final. Puis moi, je pensais que ça allait en rester là. Et puis finalement, je sais pas, les jours qui ont suivi, j'ai reçu de plus en plus de demandes comme ça, un petit peu perso, de gens qui ont rencontré des problèmes dans leur sexualité, dans leur vie de couple, etc. Mais toujours sans savoir pourquoi les gens venaient me parler à moi, quoi, parce que vraiment, j'ai jamais laissé sous-entendre à quelques moments que ce soit que j'étais là pour venir en aide aux gens, quoi. Jamais. C'était vraiment un conte humoristique, hein. Donc vraiment, il y avait rien qui laissait sous-entendre ça. Et alors, je sais pas s'il y a eu un effet de bouche à oreille. Alors, j'ai supposé que c'était ça, mais je me trompe peut-être. Je saurais jamais ce qui s'est passé. Mais en tout cas, bon voilà, j'ai eu de plus en plus de demandes de ce type-là, et je me suis dit en moi-même, mais attends, si les gens viennent te poser ce genre de questions, il y a peut-être quelque chose derrière ça. Il y a peut-être une volonté, une vraie demande. Et moi, à l'époque, je suivais pas de comptes sexo, etc. Donc, je savais même pas que ça existait, quoi. Et dans tous les cas, même il y en avait. S'il y en avait, il y en avait peu. Et donc au final, ce qui s'est passé, c'est que je me souviens, j'ai publié une story de sondage en demandant aux gens, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous tente, qui vous attire, dont vous avez besoin de je sais pas, des tips sexo, etc. Et les gens ont répondu oui à 97%. Donc c'est ma petite communauté, il y avait quelques centaines de gens qui me suivaient, mais 97%, je me suis dit c'est monstrueux, c'est énorme. Donc il y a vraiment un besoin, il y a vraiment une demande là-dessus. Et là, je me suis posé et je me suis dit, est-ce que je fais le pari de me lancer là-dedans sans savoir de quoi je vais parler, c'est-à-dire en me basant uniquement sur mon expérience personnelle, ou est-ce que je garde les dents de ta mère et je continue mes petites citations humoristiques, ou pourquoi pas, est-ce que je fais un mix des deux? Et au final, ce que je fais, c'est que j'ai supprimé tout mon contenu humoristique et j'ai publié une story, j'ai dit maintenant on parle de sujets sexo pour essayer de vous aider. Et c'est-à-dire que je suis parti de rien, si ce n'est mon expérience personnelle. Et je me suis lancé dans le conseil sexo sur cette simple demande de la communauté, entre guillemets. Et petit à petit, ça s'est développé, quoi. Voilà. Et tu t'es formé un peu? Alors, je me suis formé, mais pas de manière académique. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire que je suis pas passé par une école, etc. Moi, je crois vachement en le pouvoir de l'auto-formation. Oui. Typiquement, dans un de mes passés professionnels, parce que j'en ai plusieurs, j'ai appris le code, à coder, pour faire des sites internet, etc. Et quand j'ai commencé à coder, j'ai appris tout seul, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, je peux coder un site internet de A à Z, et le rendu, il est nickel. C'est-à-dire que si je code, le rendu, il est là, il y a un site internet, tout le monde peut le voir, etc. Donc, il y a une finalité. Pourtant, j'ai appris tout seul. Donc, je préfère dire ça parce qu'il y a des personnes qui, quand on parle d'auto-formation, c'est genre, ah ouais, d'accord, c'est vraiment léger, c'est vraiment surface. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est à partir du moment où on sait chercher l'information et où on la stocke de manière concrète et de manière qualitative, qu'elle soit diffusée par un prof ou une prof, ou qu'on la lise nous-mêmes, le rendu est exactement le même. C'est-à-dire qu'on la stocke exactement de la même manière, et peu importe le vecteur, en fait, on sait, elle est à nous, elle nous appartient, cette information, et le savoir s'acquiert de cette manière-là. Donc ça, c'est une première dimension. Donc au début, on me posait des questions auxquelles je ne savais pas toujours répondre. Donc j'allais à la pêche aux infos, c'est-à-dire que j'allais lire soit des articles sur internet, etc. Mais des fois je voyais que il était dit des choses, ils sont contraires et tout. Donc du coup, après j'allais piocher dans des bouquins. Je me suis dit peut-être que le livre est un vecteur un peu plus sérieux aussi pour aller choper des infos. Donc c'était ça. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de créatrices et créateurs de contenu sexo sur internet. Donc à l'époque, il y en avait beaucoup moins que maintenant.
Et très rapidement, j'ai échangé avec ces personnes-là. On échangeait entre nous. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment... alors, aujourd'hui encore, ça continue, mais moins qu'avant. Mais il y a quand même vraiment une grosse entraide là-dessus. C'est-à-dire qu'on échangeait entre nous, etc., en disant, ben voilà, moi j'ai eu telle question, je sais pas trop répondre. Est-ce que toi, tu peux m'apporter un éclairage là-dessus, etc. Et de la même manière qu'il y avait des gens qui venaient me voir en me disant, ben moi j'ai eu cette question, est-ce que tu saurais y répondre? Et c'était vraiment une espèce de symbiose entre tout le monde, tu vois, où chacun profitait un petit peu des conseils des autres pour pouvoir donner des réponses les plus claires et les plus sûres possibles. Et puis, au fil des années, après, à force d'accumuler du savoir et de la connaissance, j'ai plus eu besoin d'aller me renseigner sur certains sujets. Mais même aujourd'hui, là, en 2023, je me forme continuellement. C'est-à-dire que pour rester entre guillemets à la page, on est obligé de se former en permanence. Typiquement, on vient de découvrir il y a quelques mois que le clitoris comportait 10 000 terminaisons nerveuses, alors qu'il y a encore quelques temps, tu vois, il y a encore quelques années, c'est pas si loin, on pensait que c'était compris entre 6 et 8 000. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a encore plus, donc peut-être que ça va donner lieu encore à d'autres découvertes dans le futur. On est loin d'avoir tout découvert. C'est un exemple parmi d'autres, mais d'où l'importance de continuer à se former sur ces sujets-là. Évidemment, évidemment. Et je voulais revenir aussi sur le nom de ta page, de ton compte Instagram. Pourquoi Mister Oz, du coup? Alors, c'est une bonne question. Parce qu'au début, c'était pas Mister Oz, en fait. Au début, quand j'ai lancé donc le nouveau compte après les dents de ta mère, j'avais choisi Mister parce que je voulais rester anonyme. Rester anonyme parce que j'avais pas forcément l'idée, c'était toujours sans prétention. J'avais pas envie de faire un compte nécessairement public où j'allais m'exprimer de manière publique en facecam, machin et tout. C'était pas du tout une envie que j'avais. Et du coup, j'avais utilisé le Mister donc pour garder un petit peu le côté anonyme. Et je cherchais un terme qui puisse rapporter, qui puisse faire le lien avec la sexo. Alors j'étais là, je me souviens, j'avais brainstormé tout seul, j'étais là, Mister Sexo, non ça va pas, machin, Mister et tout. Et puis je me suis dit, orgasme, c'est bien parce que c'est pas censuré par Insta. Et en même temps, les gens savent de quoi on parle. On parle du plaisir et tout, et au final, ça donnait Mister Orgasme. Sauf que, erreur de ma part, je me suis rendu compte beaucoup plus tard, quand la communauté a commencé à grandir, que les gens croyaient que mon pseudo c'était Mister Orgasme, sous-entendu le gars qui donne des orgasmes. Alors que pas du tout, tu vois. Et quand j'ai percuté ça, que j'ai commencé à recevoir des messages de gens qui me disaient, mais en fait, tu t'appelles Mister Orgasme parce que tu donnes des orgasmes et tout. Je me suis dit, mais pas du tout. Et j'étais là, je me suis dit, non, mais si les gens croient ça fait genre, le mec, il a un melon monumental, tu vois. Alors, venez me voir, moi, je donne des orgasmes à tout va. Alors, pas du tout, c'était en plus. Genre, il dégaine son sexe comme il dégaine son physique, c'est n'importe quoi. C'est ça, alors que ça allait complètement à l'encontre de la vision que vous voulez partager. Et plus la communauté grandissait, plus je me disais, ça va poser un vrai problème, même s'il y a une minorité qui pense ça. Et j'ai commencé à avoir un complexe vis-à-vis de ce pseudo-là. Je me suis dit, c'est mal compris. Et moi, vu que j'avais pas de prétention vis-à-vis de ce compte-là, j'avais pas envie spécialement que ce soit quelque chose qui grossisse ou quoi que ce soit. Moi, je m'étais pas posé la question de la pertinence d'un pseudo, quoi. Tu vois, enfin, vraiment, c'était Mister, ok, anonyme, orgasme, ok, on parle de sexe, point barre, quoi. J'ai pas cogité le truc plus loin que ça. Et en fait, quand j'ai vu que la communauté grandissait et que j'ai cogité à ça, je me suis dit, si c'est pris comme ça va pas le faire du tout, et ça va un peu biaiser le message que je veux faire passer de sexualité bienveillante, etc. Et donc, j'ai sondé les abonnés. Tout simplement, je fais, là, j'ai besoin de vous. Aidez-moi, faites des suggestions. Faites des suggestions pour changer ce pseudo-là parce que ça va pas. Donc, j'ai été clair et transparent. J'ai dit, voilà, il y a des gens qui comprennent mon pseudo de telle manière. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a qui le comprennent de cette manière. Donc, aidez-moi à trouver autre chose qui puisse faire sens. Alors, évidemment, j'ai reçu des messages qui me disaient, ah oui, ben moi, je l'avais pris comme ça, effectivement, genre le gars qui donne des orgasmes à tout le monde. Et d'autres qui disaient, je comprends pas, moi, j'ai jamais pris ça, surtout en plus quand on lit ton contenu. Mais il y en a d'autres aussi qui me disaient, effectivement,
au début, j'ai cru ça, mais quand on lit ton contenu, on se dit, ah, effectivement, c'est pas ça. Donc, je me suis dit, bon, effectivement, faut le modifier. Et puis, il y a eu plusieurs propositions, dont quelqu'un qui me disait Mister Oz, un abonné qui a proposé Mister Oz, genre en mode tu oses parler de sexualité, tu oses traiter ces sujets-là et tout. Et je trouvais que ça faisait sens. Je me suis dit, effectivement, le truc un peu casser les tabous, casser les clichés, parler de sexualité et tout, je me suis dit, ça me va bien. Et j'ai modifié et c'est devenu Mister Oz. Donc, excuse-moi, c'était un peu long, mais c'est devenu c'est très bien. De cette manière-là. Justement, en fait, tu as utilisé... En fait, à chaque fois, ce que je remarque dans ton petit parcours de créateur de contenu, c'est qu'en fait, c'est toutes ces réflexions de tes abonnés qui t'ont amené à faire des choses, à modifier, entre guillemets. C'est vraiment... Enfin, c'est fou, cette interaction, cette communauté, en fait, que tu as créée et qui interagit, en fait, et que tu interagis vachement avec eux, du coup. Ouais, là-dessus, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai une communauté, mais ultra bienveillante, une communauté en or qui est très ouverte d'esprit. Alors, très ouverte d'esprit, pas uniquement sur le côté sexo, hein. C'est-à-dire très ouvert d'esprit qui comprend et qui entend l'inclusivité, qui comprend que tous les corps sont différents, que tous les modes de pensée sont différents, qui tâche de se déconstruire aussi quotidiennement, etc. Enfin, vraiment, je me sens proche de ma communauté, peut-être qu'aussi parce que depuis le départ, j'essaie de faire en sorte d'entretenir ce lien avec elle. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir me parler sur Insta et je réponds à tout le monde 99% du temps et j'y tiens. Pour l'instant, je peux encore. Peut-être qu'un jour, je pourrai pas. Il faudra que je trouve un autre moyen de répondre. Pour l'instant, je peux. Et ça me tient à cœur. Donc, je me sens proche de ma communauté. Je pense qu'elle se sent proche de moi aussi. En tout cas, j'espère. Mais ouais, ça me tient à cœur. Donc, c'est normal aussi pour moi de la sonder quand il y a des changements. On va passer à toute autre chose, mais toujours cet apport que tu as, toi. Moi, je voudrais savoir si toi, dans ton éducation, tu as eu un apport sur la sexualité. Qu'est-ce que tes parents t'ont apporté sur toi et sur ton amour pour toi? En termes de sexualité, le sujet chez moi n'a jamais vraiment été tabou. Mais on peut pas dire non plus que c'était un sujet particulièrement ouvert. Je m'explique, c'est-à-dire que mes parents m'ont toujours dit si tu as besoin d'informations, si tu as besoin de nous questionner sur la sexualité, on est là. Mais autrement, ils venaient pas particulièrement me titiller sur le sujet-là, tu vois. Pour eux, j'avais le temps de découvrir, etc. Donc ils m'ont laissé aller à mon rythme. Je me souviens peut-être d'une fois, j'étais ado, je devais peut-être avoir 13-14 ans, où de leur propre fait, de leur initiative, ils sont venus me parler de sexualité pendant une petite heure, tu vois, genre essentiellement, si tu as envie d'avoir un rapport, protège-toi parce que si, parce que ça, etc. Tu vois, donc très cool. Et je sais que j'ai toujours pu compter sur eux si j'avais besoin de parler de sexualité. Mais après, j'ai jamais ressenti en tout cas le besoin de le faire plus que ça. Je me souviens m'être confié à eux quand j'étais sur le point d'avoir mon premier rapport. J'avais 16 ans. En leur disant, c'est vrai, c'était vraiment très rapide, mais en leur disant, je pense qu'aujourd'hui, j'ai mon premier rapport, quoi. Ok, c'est très bien, protège-toi, nanana. Très bienveillant, très court, pas intrusif. Voilà, mais bon, non, j'ai pas ressenti de barrière. Après, et toi, t'en avais pas spécialement. Oui, c'est toi qui en avais pas spécialement besoin, on va dire. J'en ai pas ressenti le besoin particulièrement, non. En tout cas, pendant mon adolescence, ouais. Et est-ce que t'avais bon, je pense que tu avais accès à la télé, à ce genre de choses. On a à peu près le même âge, je crois. J'ai 34 ans, t'en as 33, c'est ça aujourd'hui? C'est ça, ouais. Et du coup, tu avais accès au téléphone, etc. Est-ce que ça t'a aidé aussi dans ton amour de toi et ta sexualité, les téléphones, les magazines, la télé, la radio, ce genre de choses sur la sexualité? Ça m'a aidé, oui et non. Disons que j'ai eu accès, enfin vraiment, je suis un enfant Internet, quoi. Donc concrètement, j'ai grandi avec Internet, je me suis épanoui là-dedans, j'étais un gros geek et vraiment, j'ai grandi avec ce média-là. Donc c'est-à-dire que avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que
Je me souviens, à l'époque, j'avais téléchargé des fonds d'écran érotiques. Les fonds d'écran érotiques, c'était mon premier contact. Tu vois, j'avais 11-12 ans, c'était mon premier contact avec la nudité, si je puis dire. Tu vois. Mon premier rapport au corps des femmes, par exemple, typiquement. Donc c'est là où je me suis dit, ah ok, il y a une attirance, etc. Après, j'avais aussi accès à la télé, donc tu vois, je crois que c'était le samedi soir, ou peut-être pas le samedi soir ou le vendredi soir, je me souviens plus exactement, mais bon bref, sur M6, il y avait M6, c'était le dimanche soir. Le dimanche soir, là, après Culture Pub. Après Capital, Culture Pub, je sais plus, il y avait 3 émissions et moi je sais que j'enregistrais sur notre VHS. Je disais à ma mère, non mais faut trop que cette émission, il y a un thème super, mais en vrai j'en avais rien à faire. Je l'enregistrais pour avoir juste le film érotique en fait du dimanche soir d'M6. Ben voilà, c'est ça. Et il y avait ces fameux films érotiques qui dépeignaient tout simplement les rapports sexuels, mais bon, sans montrer les organes génitaux. Donc concrètement, il y avait une excitation aussi à voir ça. Et puis après, par la suite, qui dit Internet dit accès à la pornographie. Donc j'ai eu accès au porno assez jeune, je pense, 13-14 ans. Ça a dû contribuer très certainement à mon éducation sexuelle. Alors j'ai envie de dire malheureusement, mais heureusement, des quelques conversations que j'ai pu avoir avec mes parents sur les relations entre les personnes, etc. J'ai tout de suite eu conscience que ça ne correspondait pas à la réalité des choses. Et en fait, je pense que ça m'a sauvé dans un sens. Ça m'a aidé à ne pas avoir un rapport à la sexualité complètement éclaté. Et j'ai eu cette chance-là de pouvoir faire tout de suite la part des choses. Donc, alors je sais que c'est très loin d'être le cas, même encore aujourd'hui. Mais moi, j'ai eu cette chance-là de savoir que tout de suite, c'était fictif, quoi. Oui. Donc, qui dit fictif dit que ça ne correspond pas à la réalité. Donc, là-dessus, ça n'a pas biaisé mon rapport aux autres, je pense. En revanche, ça a vraiment contribué à alimenter mon imaginaire, quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Et toi, par rapport à tout ça, donc par rapport à ton éducation, est-ce que tu trouves que et puis bon, par rapport à ton compte, par rapport à ton livre, est-ce que tu as un apport différent, toi, par rapport à tes enfants, du coup ? Ah ben oui, complètement différent. Complètement différent. Déjà, ce qu'il faut savoir, pour la petite anecdote, c'est que mon livre, je l'ai dédicacé, parce que j'ai 2 enfants, donc 2 garçons, je leur ai dédicacé mon livre pour qu'ils puissent le lire à leur, allez, on va dire 16-18 ans. Que je les garde bien au chaud, ils pourront les lire. Ils le savent en plus, ils ont un exemplaire qui leur est réservé pour quand ils auront l'âge requis. Et ce qui n'empêche pas de parler de sexualité, notamment avec le plus grand qui va avoir 11 ans et qui commence justement à être en questionnement là-dessus. Et c'est hyper important pour moi et pour mon épouse, donc pour nous, de communiquer de manière simple et de manière totalement dédramatisée sur ce sujet-là, en leur disant il n'y a rien de sale, c'est quelque chose de naturel, etc. Si tu as envie de me parler de quelque chose, tu peux venir le voir, tu n'es pas obligé non plus, mais on leur laisse aussi le choix d'en parler avec des personnes dites témoins, donc c'est-à-dire des personnes dont on sait qu'elles peuvent les mettre en confiance, en tout cas le mettre en confiance pour le plus vieux. C'est-à-dire des proches échanger. Ouais, des proches, ouais. C'est-à-dire avec qui il peut échanger sur ces sujets-là sans que ce soit nécessairement ses parents, parce qu'on sait que des fois c'est peut-être moins, plus simple en tout cas, de pouvoir discuter avec des personnes qui ne sont pas ses parents. Mais on aborde ces sujets-là de manière simple et détendue. C'est arrivé déjà à mon fils de venir me chercher en me disant « Papa, est-ce que tu peux venir avec moi ? J'ai besoin de discuter avec toi. J'ai des questions à te poser, etc. » C'était des sujets liés à la sexo. Et on essaye de faire en sorte qu'il y ait une éducation sexuelle vraiment très correcte, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de carence, de faire de la prévention aussi, beaucoup. Mais quand je dis prévention, c'est pas uniquement sur l'aspect sexo, c'est aussi sur l'aspect sentimental et sur l'aspect consentement. C'est très important. Oui. Totalement. Enfin, je trouve qu'il y a une importance. Après, t'es comme moi, t'as des garçons, donc je trouve qu'il y a tellement. Moi, je trouve qu'en tant que parent de garçon,
il y a une petite pression, enfin je sais pas toi, il y a une petite pression de se dire, enfin pas une grosse pression, mais quelque chose où on se dit, alors moi je suis une femme, et en fait c'est le truc de me dire, faut quand même que je revienne à ma vie de moi de femme et de me dire, ouais, du coup moi j'ai vécu ça, je veux pas que mon fils puisse être dans cette situation et le revivre, et du coup, enfin moi ça me crée une toute petite pression, mais quelque chose de me dire, bah oui je vais le faire différemment, comme toi tu le dis, tu fais différemment, mais c'est vrai que ouais, sur l'émotion, sur le sentimental, sur le consentement, sur la confiance en lui aussi. Et je trouve que c'est assez important. Alors c'est sûr que nos apports personnels de gens qui travaillent dans le développement en fait de la sexualité et de l'amour de soi est hyper important, parce que moi je pense que j'aurais pas travaillé dans ça et je me formerais pas chaque jour à ça. Je pense que j'aurais pas cette vision et j'aurais continué comme je faisais avant. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu apportes à tes enfants. J'ai une autre question pour aujourd'hui. Quelles sont tes activités aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi, je suis créateur de contenu sexo. C'est mon métier. Ouais. C'est mon métier. Ça implique donc une présence quotidienne sur les réseaux, évidemment, notamment sur Instagram. Oui. Ça implique aussi d'autres choses, d'autres projets qui se développent dans l'ombre et qui vont voir le jour très certainement cette année, on va dire premier trimestre 2023, et d'autres à plus long terme. Et aussi en parallèle, on va dire que je suis auteur parce que j'écris mon premier livre, mais j'ai pas envie de m'arrêter là. Au contraire, j'ai envie de continuer ça parce que l'espace d'écriture qu'offre un livre est quand même vachement différent de l'espace d'expression qu'offrent les réseaux sociaux. Oui. Pour la simple et bonne raison qu'on peut aller beaucoup plus dans le détail, etc. Puis on n'est pas obligé non plus de s'auto-censurer, c'est important. Et moi, disons que j'ai besoin de booster ma créativité et en tout cas de pas la laisser pourrir dans un coin. Oui, donc c'est-à-dire que le vecteur livre me permet justement de répondre à cette problématique-là et de pouvoir m'épanouir aussi dans l'écriture. Même si je m'épanouis dans ce que je fais sur Insta, oui. Mais disons qu'il faut être vraiment très synthétique aussi pour pouvoir aider le plus grand nombre. Et oui. Donc, mais l'objet livre, en tout cas, est vraiment un vecteur ultra intéressant pour pouvoir s'exprimer et développer les choses. Je trouve aussi, parce qu'en plus, tu vois, ça, c'est le genre de truc. Alors, bon, moi, je disais que j'allais pas le garder, mais après, enfin, si un jour mon fils il en a besoin, j'en rachèterai et je le mettrai dans ma bibliothèque. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, moi, il y a des fois où il y avait des questions que je me posais et il y a des livres qui m'ont apporté. Et je me suis dit, ah, tiens, retourne-y et va voir exactement sur ce que ça peut t'apporter, tu vois. Et donc, c'est quand même, enfin, ouais, c'est un guide, mais ça fait un peu dictionnaire ton livre, en fait, de se dire, bah, tiens, si mince, j'avais lu ça, qu'est-ce que je peux m'apporter maintenant? Enfin voilà, je trouve que c'est ce qu'a apporté ton livre. Et je voulais revenir sur plein de choses sur ton livre. Là maintenant aujourd'hui, parce que tu parles donc de BDSM, de slow sex, de couple libre, et j'avais vu du coup, j'ai oublié de t'en parler en préparant l'interview, j'avais vu ton live avec je sais plus comment elle s'appelle, bon bref, avec avec Yasmine, voilà, avec Yasmine, et où vous aviez parlé du couple libre et je trouve ça important d'y revenir parce que il y a beaucoup de couples qui se bloquent là-dessus. Je voulais juste que tu nous donnes un peu une définition, en quelques mots, du couple libre. Le couple libre, alors je vais vous donner ma définition, oui. Sachant que c'est la définition aussi, on va dire, entre guillemets officielle, mais moi j'aime bien la nuancer. Le couple libre, pour moi, c'est une philosophie de vie, avant tout, en mode de vie, on peut dire ça comme ça aussi, qui donne la possibilité aux membres d'un couple d'entretenir des relations intimes et ou sentimentales avec d'autres personnes. Si la dimension sentimentale vient s'ajouter, on peut potentiellement parler de polyamour. Les deux ne sont pas nécessairement opposés. Pour les personnes qui se posaient la question, le polyamour, c'est le fait de ressentir de l'amour, donc des sentiments amoureux pour plusieurs personnes de manière simultanée. Alors on dit qu'il y a une relation socle, donc une relation principale, et d'autres relations qui viennent graviter autour. La relation libre, alors de manière générale, ça se traduit sur le fait de pouvoir entretenir des relations intimes, sous-entendu sexuelles, avec d'autres personnes que ça ou son partenaire. Voilà.
Bon, très bien, moi ça me va. C'est juste, je voulais en parler parce qu'en fait, moi j'ai été, pour parler de ma vie personnelle, j'ai été dans un couple libre et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent et en fait, après en avoir parlé, parce que moi pendant que j'y étais, j'en ai jamais parlé à mes proches, à mes amis, et puis au moment où on s'est séparés, là j'ai commencé à dire, en fait, ça faisait des années qu'on était dans un couple libre et en fait là j'ai eu un flot de questions et sur mais comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et en fait, c'est de toute façon chacun va le fixer comme il veut. C'est des règles. Enfin, tu fixes un peu des règles de t'en parles une fois au départ. Moi, mon mari, il m'a pas dit, enfin mon ex-mari, il m'a pas dit, enfin voilà, on est en union libre, etc. C'est beaucoup de communication, beaucoup de confiance, beaucoup de respect en fait dans un couple libre, et vraiment beaucoup de communication en fait. C'est le fait de se dire est-ce que toi ça te dit et qu'est-ce qu'on en fait de ce que je viens de te dire? Ok. Donc, du coup, on part sur quoi? Est-ce qu'on fixe des règles? Est-ce qu'on n'en fixe pas? Est-ce qu'on se dit les choses? Est-ce qu'on se dit ce qui s'est passé? Je trouve qu'il y a beaucoup de... Ouais, c'est énormément de communication, de confiance. Et je trouve que... Enfin, moi, ça m'avait vachement rapproché de mon ex-mari. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout dans le fait de se dire c'est une ultra... En fait, on a l'impression qu'un couple libre, c'est des gens qui communiquent pas. Mais en fait, c'est des gens qui communiquent énormément, en fait. C'est tout l'inverse. C'est ça. En tout cas, quand le couple libre est adopté comme philosophie de vie, non pas pour régler un problème. Oui. Donc parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent se mettre en couple libre pour pallier un problème, pour essayer de pallier un manque, etc. Mais concrètement, non. Quand le couple libre est quelque chose de positif dans le couple, non. Alors déjà, ça se fait pas en claquant des doigts, comme tu le dis si bien. C'est énormément de communication, c'est énormément de confiance et non, c'est vraiment, c'est pas la porte ouverte à tout comme on peut le croire non plus. C'est vraiment. Oui, nous on avait, pour dire ce qu'on avait fait, parce que maintenant c'est fini, mais on avait fixé la règle de se dire où on allait, de parler juste un tout petit peu de la personne. Moi, j'en avais rien à faire de ce qu'il faisait en vrai, mais je voulais juste savoir exactement comment était la personne, parce que en fait, tu sais pas. En fait, j'avais peur pour lui, moi, à l'époque. J'avais peur de me dire, s'il rencontre... Enfin voilà, cette peur de se dire, il peut rencontrer une nana qui... Enfin, t'en sais rien. À une époque, on entendait des histoires de mecs qui avaient rendez-vous avec des nanas sur les réseaux et qu'il y avait des mecs qui s'étaient même fait tuer. Je me souviens... Bon, après, il s'était fait tuer... je pense à Ilan Halimi, mais il s'était fait tuer parce qu'il était juif. Mais il y avait toute cette histoire et il y avait plein de petites histoires qui me faisaient penser j'ai peur pour lui en fait. Et du coup juste se fixer quelques petites règles, c'était ça, le fait de pas le faire chez nous, le fait de s'organiser pour le nombre de fois par mois, etc., où on pouvait entre guillemets, et on s'accorde en fait, on communique, et en fait c'est comme dans toute relation, c'est au fur et à mesure, tu peux pas décider dès la première fois comment ça va se passer en fait. Donc je trouve que je voulais juste parler de ça, du couple libre, parce que je trouvais ça assez important. J'ai eu une question Instagram et je voulais donc revenir là-dessus. Donc je poste toujours 24 heures avant un petit encart avec un post de l'invité, et la question de cette personne était quels sont pour toi les simples gestes entre guillemets d'amour et de sexualité qu'on peut avoir, d'amour plutôt, qu'on peut avoir tous les jours? Alors ça peut être le petit câlin, le petit baiser, la petite caresse. Après, ça peut passer aussi par les petites attentions. Oui. Faire couler un café. Alors ça peut être aussi faire un petit cadeau. Alors un petit cadeau, c'est pas forcément mercantile, hein. Je veux dire, on n'est pas obligé d'acheter un cadeau. On peut aussi très bien faire soi-même quelque chose. C'est-à-dire, moi j'aime bien proposer l'idée du pot à mots. C'est-à-dire, sur une période de son choix, on écrit un mot par jour à son conjoint ou sa conjointe avec des petites pensées positives qui nous font penser à elle ou qui nous font penser à lui. Et ça permet de maintenir le lien aussi. Ça peut être des petits massages aussi, ça peut être des regards, tout simplement. C'est ce genre de petites attentions qui viennent ponctuer le quotidien et qui permettent de rappeler qu'on est là pour l'autre. Oui. Et bien parfait. Merci à cet abonné pour cette question du coup. Oui, merci beaucoup. Moi, dans mes dernières questions, Jordi, ce serait si tu rencontrais le président de la République
par rapport à tout ce que tu entends sur la sexualité, tout ce que tu vois, toi, qu'est-ce que tu penses que tu lui dirais par rapport à tout ça? Waouh, beaucoup de choses en réalité. Alors déjà, je lui dirais, Monsieur le Président, bouquez votre après-midi ou votre matinée, voire même la journée, parce que on va beaucoup échanger là. Déjà, parce qu'en 1 heure, j'aurai pas le temps de faire le tour de tout. Déjà, premièrement. Ensuite, je lui dirais qu'il y a beaucoup de boulot, à commencer par faire réellement appliquer la circulaire du début des années 2000 qui, entre guillemets, impose les cours d'éducation sexuelle, notamment dans les collèges, les lycées, à raison de 3 séances par an, parce que dans les faits, on n'est pas du tout à 3 séances par an, parce que les profs, malheureusement, n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens, Oui. bien souvent n'ont pas non plus la formation requise, ou n'ont pas les intervenants pour intervenir. Donc déjà, ça c'est compliqué, ça fait beaucoup de composantes qui viennent biaiser totalement la possibilité de venir dispenser ces cours-là. Le souci, c'est que déjà la formation, les enseignants ne sont pas formés pour parler de sexualité, et alors soit on leur donne les moyens, soit on leur donne les moyens de faire appel à des tierces personnes qui vont venir parler de sexualité pour venir aider les jeunes à comprendre leur sexualité présente ou future. Et puis aussi une dimension qu'il faudrait penser à ajouter à l'éducation sexuelle qui va au-delà de la reproduction et des protections contre les IST, c'est aussi la dimension sentimentale et la dimension de respect aussi, de consentement mutuel, parce que toutes ces choses-là, on les aborde pas dans l'éducation à la sexualité, ou alors très très peu, c'est vraiment à la marge, et pourtant ça fait vraiment partie de la sexualité, et j'ai envie de dire, ça devrait être même la base, parce que sans consentement, il ne devrait pas y avoir de sexualité tout court. Donc on devrait commencer par ça. Donc rappeler déjà ces notions-là pour qu'elles soient bien inscrites dans l'esprit des jeunes, à mon sens, c'est quelque chose sur lequel il faudrait insister et surtout ne pas passer. Donc déjà, je lui dirais ça au président de la République, et puis je dirais vraiment de revoir complètement cette circulaire, parce qu'on parle de dispenser on parle de dispenser 3 cours d'éducation sexuelle par an. À mon sens, c'est trop peu. En revanche, pourquoi alors c'est une hypothèse, une idée, pourquoi on partirait pas sur l'inscription de l'éducation sexuelle dans l'éducation civique, par exemple, ou dans les conseils ou dans les séances de vie de classe, etc., qu'il y a notamment au collège, etc. Pourquoi on n'intégrerait pas l'éducation sexuelle là-dedans? Ce qui ferait que déjà, on en parlerait de manière peut-être plus détendue, c'est-à-dire on n'en ferait pas un événement, parce que 3 fois par an, c'est rien, tu vois, parce que le fait d'en faire un événement, c'est OK les gars, aujourd'hui, on va parler sexualité. Je sais pas si toi tu t'en souviens, mais moi je me souviens qu'au collège, c'était à la base le gros silence, et puis t'entendais les mecs qui commençaient à rire, les nanas qui étaient là, mais chut, enfin voilà, c'était le truc horrible où il y avait une sorte de pression sur on veut tous savoir, et en fait tu ressors de là, tu te dis mais en fait est-ce que j'ai appris quelque chose? Tout le monde a rigolé, et tout le monde était un peu gêné, et on n'a rien. En fait, il faudrait que ça devienne un non-sujet. Dans le sens où il faudrait que ça devienne un sujet sur lequel on peut communiquer comme un autre, en fait, et pas comme un sujet en particulier où vraiment on va focus l'attention, parce qu'à partir du moment où on en fait un événement, forcément ça donne lieu à des situations comme tu décris, tu vois, genre en mode ah ouais, alors t'en as qui rient, t'en as qui sont gênés, t'en as qui osent pas en parler. C'est vraiment très compliqué d'aborder des sujets avec cette idée-là derrière la tête c'est un peu tabou, on n'a pas trop le droit d'en parler, mais on en parle quand même, donc c'est un événement, tu vois. Maintenant, non, il faut vraiment que ça devienne un sujet naturel pour que les jeunes puissent comprendre que ça fait partie de la vie, que c'est quelque chose de normal, que ce n'est pas sale, parce qu'il y a aussi beaucoup de cette idée-là, la sexualité c'est sale, et que les gens qui pratiquent la sexualité sont dans un schéma qui leur dit tu te respectes pas. Il faut oublier cette idée-là, il faut vraiment surtout casser cette idée-là, parce que c'est pas vrai. Donc il y a un énorme travail à revoir
à revoir sur l'éducation à la sexualité. Donc du coup, tu aurais déjà à lui parler donc, des moyens à mettre dans l'enseignement et mettre plus de façon à ce que ce soit par exemple un peu comme un cours de maths, tu vois, aujourd'hui je vais à mon cours d'éducation civique et tu aurais autre chose à lui dire, enfin une dernière chose vu que tu veux y passer la journée, mais là on n'a pas la journée. D'écouter ce que les gens disent, parce que c'est bien d'être chef de l'État, c'est bien d'avoir un gouvernement pour prendre des décisions. Ok, j'entends que ce soit des postes à responsabilité, des postes très compliqués, qu'il faille trancher, etc. Je l'entends. Maintenant, il faut aussi faire l'effort d'entendre des gens et surtout les gens qui sont vraiment au cœur de ce métier-là. Oui. Je lui dirais, allez écouter notamment les créateurs et créatrices de contenu sexo sur les réseaux, ces mêmes personnes qui ont fait en sorte que la sexualité devienne un sujet moins tabou. Allez les écouter, écoutez les recommandations, faites en sorte justement d'aller leur poser un maximum de questions pour essayer de bâtir un projet concret et surtout réaliste pour aller choper vraiment des idées concrètes et des idées surtout vraiment intelligentes sur le sujet, quoi. Pas des ce qu'on appelle des mesurettes qui vont venir pallier un problème comme ça là en disant bon allez il y en a qui gueulent donc on va leur faire plaisir, on va faire passer ça et terminer. Non, vraiment prendre des mesures vraiment intelligentes et qui vont s'inscrire dans la durée et qui vont surtout avoir un réel impact, quoi. Du coup, je pense que tu lui donnerais ton livre si tu le rencontrais. Je lui donnerais mon livre, oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu lui dédicacerais du coup ce serait quoi ta dédicace que tu lui ferais? Spontanément, je suis partagé, mais je pense que je ferai un message qui laisserait transparaître l'idée de à méditer 3 petits points. un truc comme ça. Pas de manière irrespectueuse. Hein, non, mais je comprends, mais c'est totalement bien. Plus à méditer. À méditer. Ouais, très bien. On va revenir sur toi. À une époque, dans mes questions, j'avais est-ce que tu t'aimes, enfin je l'ai toujours d'ailleurs celle-là, mais ça je viens de créer entre guillemets cette question. Et cette question c'est qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de adolescents 18-20 ans qui commencent à avoir une petite éducation sexuelle par rapport à l'apport que tu as aujourd'hui. Si tu rencontrais ce Jordi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais certainement on ne croit pas tout savoir du sujet, on ne croit pas tout savoir de la sexualité parce qu'on ne sait jamais tout de la sexualité, même quand on croit tout savoir. Et prends ton temps, tu finiras par avoir toutes les réponses à tes questions. Génial. Je pense que je dirais ça. Il va rester interrogatif, le petit Jordi de 18 ans. Ouais, mais c'est important parce que. Mais c'est aussi l'expérience qui parle derrière ça. C'est-à-dire que quand on est jeune et tout, on peut avoir souvent l'impression que parce que les rapports se passent bien avec ses partenaires, que tu penses être à l'écoute, être assez à l'écoute, être assez comment dire ça, être assez curieux même des choses, être assez dans la prise de recul pour comprendre les choses et tout, mais en fait tu te rends compte au fil du temps que ce que tu savais il y a 10 ans n'est plus valable aujourd'hui. Exactement. Et que en fait c'était strictement rien, tu vois. Donc je pense que la sexualité traverse les âges mais les âges de la vie, et que on ne sait rien, on ne saura jamais rien, mais qu'on apprend toujours, mine de rien. On apprend toujours, et je pense pas qu'il y ait une finalité à tout ça. Je pense que la réponse que je t'apporte aujourd'hui sera encore différente dans 10 ans, et encore dans 10 ans, et encore dans 10 ans. Mais écoute, merci pour cette réponse. Et ma dernière question, du coup, qui est toujours là. Aujourd'hui, est-ce que tu t'aimes? C'est compliqué, cette question. C'est compliqué. Je te répondrai, ça dépend des jours.
je te répondrais, ça dépend des jours. Après, est-ce que le but de la vie, justement, c'est pas d'apprendre à s'aimer jusqu'à la fin? Si tu fais un bilan un petit peu de ta vie, est-ce que tu te poses comme question, est-ce que je m'aime aujourd'hui, tu vois? C'est-à-dire, sous-entendu, est-ce que le chemin parcouru jusqu'à présent m'a permis de m'aimer, ou au contraire, pas du tout? Et je me demande si le chemin de la vie n'est pas là justement pour répondre à ces questions-là. Exactement. Donc, je suis pas sûr que répondre oui ou non soit pertinent aujourd'hui à 33 ans. De toute façon, je n'ai jamais eu de oui ou non. Je t'avoue, cette question est là pour ça, en fait, pour dire qu'on ne peut pas avoir de vision claire, de se dire est-ce que je m'aime vraiment. Chaque personne a sa même pour moi, il n'y a pas de oui-non. Chaque jour est différent dans tous les cas. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te réponds, ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ouais. Même des périodes. Oui, des périodes. Merci Jordi pour merci tout à toi. Pour ton livre, pour tout ce que tu transmets au monde. Je crois que je te l'ai déjà dit ça. Et du coup, j'aimerais finir sur ce vocal d'amour. J'espère que tu as préparé les mouchoirs. Non, je rigole. Non, je rigole. La pression. C'est ça. Petit audio pour Jordi, alias Mr Rose, du coup, avec qui j'ai la chance de travailler, de collaborer pour ce magnifique conte et ce magnifique projet, mais qui est également l'homme avec qui je partage ma vie depuis plus de 8 ans bientôt, et la personne avec laquelle j'élève nos enfants. Je voulais profiter de cette magnifique opportunité, de ce sublime podcast, pour le remercier pour nos heures de discussion sur les nombreux sujets qu'il peut aborder aussi bien sur son compte que dans son livre, pour toute la bienveillance et la remise en question dont il a fait preuve. C'est un réel plaisir de travailler chaque jour sur ces nombreux sujets que sont les relations en général avec un grand R, mais aussi la sexualité, les sentiments. Et je pense que c'est un travail qui est loin d'être simple, qui demande de la réflexion, de la communication et de la remise en question perpétuelle. Et ça, Jordi a réussi à en faire plus que preuve, et c'est du pur bonheur de côtoyer une personne telle que lui au quotidien. Et pour ça, je voudrais à nouveau le remercier, lui dire que je l'aime fort et que je suis fière d'avoir un homme tel que lui dans ma vie aujourd'hui. Ah, ça me touche. Je suis hyper ému en vrai. Oui, je me doute. Donc, je vais parler moi. Et en fait, quand je l'ai écouté, j'ai chialé. C'est tellement beau tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle dit sur ce que. Enfin voilà, on sent vraiment la transmission d'amour entre vous. Où j'imagine que vous travaillez quand même beaucoup ensemble. Ah oui, on travaille. Donc c'est Marine Ose. Et donc du coup, je parle pas entre guillemets à ta place, mais pour te laisser le temps de respirer, de reprendre un peu tes esprits. Ouais, merci. Donc du coup, j'ai apprécié énormément ce vocal et discuté avec elle, et je lui disais hier que pour moi c'était toujours c'est pas la phrase pourrie de derrière un grand homme il y a une grande femme, c'est devant un grand homme il y a une grande femme, et je trouve ça tellement ça sublime forcément la femme, mais je veux dire il y a quand même, je pense qu'il y a le soutien qui est là, autant féminin que masculin, mais c'était une phrase comme ça que je lui ai lancée parce que je trouvais que c'était beau suite à son message. Mais j'ai l'impression qu'il y a un équilibre. Tous les couples ont forcément des difficultés, mais on sent vraiment l'amour dans la façon dont elle parle de toi. Donc voilà. Merci à Marine, du coup, et je vais te laisser parler toi si tu t'en sens capable de ce petit vocal. De Marine. Non, et évidemment que je suis très ému et très touché de cette attention et de ce qu'elle dit dedans, parce que comme tu dis, non seulement on travaille ensemble, mais on est aussi très proches, puisqu'on est ensemble depuis 8 ans, donc on se connaît très bien. On a eu des heures et des heures et des heures de discussion à tous les niveaux possibles et imaginables, et je la remercie pour ça, parce que c'est grâce à nos discussions et grâce à elle aussi que je suis la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que sans elle, sans ces discussions, sans ces réflexions, sans sa prise de recul sur les choses, etc., je serais pas du tout l'homme que je suis aujourd'hui. Et je respecte profondément la femme qu'elle est, l'être humain qu'elle est.
Je veux dire, je respecte son individualité, son intelligence, vraiment tout ce qu'elle représente. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé depuis ces 8 ans à prendre du recul sur la vie en général et sur plein de sujets qui composent la vie, notamment les relations de couple, notamment la sexualité, etc. Et c'est sûr que si elle n'avait pas été là pour pouvoir échanger avec moi sur ces sujets, j'aurais pas le recul, je pense, que j'ai aujourd'hui pour pouvoir traiter ces sujets, pour pouvoir aider les gens. Donc sa présence m'est précieuse à tous les niveaux possibles et imaginables, vraiment. Et ça vaut tout l'or du monde, quoi. Enfin, ça n'a pas de prix. Et vraiment, pour ça, je la remercierai jamais assez. Bon, merci à Marine, merci à toi Jordi. Je vais vous dire à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que moi j'ai eu à l'enregistrer avec Jordi. Je vous dis à très bientôt. Amour, Isa. Amour. 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 Amour.